Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur le site mécaniqueuniverselle.net, site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, la paix universelle et la sagesse. Voilà, nous allons vers cette façon d'exister et nous réussirons, selon moi, à atteindre cet état de perfection. Il faudra encore quelques siècles, mais nous avons fait le plus long du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir une espèce à part entière, l'humanité, pour devenir l'humanité, à partir du moment où nous sommes séparés génétiquement des autres espèces, nous avons entamé une évolution, un progrès. Et progressivement, nous avons découvert d'abord le monde autour de nous. Nous sommes allés nous acclimater à chaque environnement, à la banquise avec les Inuits, au désert avec les Bédouins, les Touaregs, à l'Amazonie avec les Guaranis, les peuples qui se sont qui se sont adaptés à cet environnement, etc., etc. Nous avons colonisé toutes les îles, etc., etc. Et puis, nous avons découvert la roue, l'écriture. Nous avons développé d'abord le langage, après l'agriculture, etc., etc. Nous avons domestiqué des animaux, nous avons... Bon, bref, toute l'évolution que nous connaissons. Puis nous sommes arrivés à l'ère industrielle. Alors nous avons d'abord développé la pensée, les grandes religions, issues des, issues des spiritualités, des spiritualités totémiques. On est arrivé aux grandes religions qui ont une vision monothéiste finalement, avec un principe créateur, qu'il soit le vide ou qu'il soit Dieu, qu'on l'appelle peu importe comment, mais nous sommes arrivés à cette conclusion que quelque chose a mis en œuvre cet univers, a imaginé cet univers. Et puis nous avons commencé à chercher, à savoir comment nous sommes, nous, comment cette planète est construite, comment la matière est faite de l'atome, etc. Voilà. Nous avons imaginé la philosophie, nous avons pensé développer la philosophie, développer les idées politiques, euh, au départ calquées sur le modèle primitif de notre origine primate, lorsque nous étions des primates naturels avec un système dominant qui thésaurise les privilèges. Ça peut être l'aristocratie, l'autocratie, la dictature, l'oligarchie. Voilà un système, un groupe de dominants qui thésaurise les privilèges. Et puis un jour, nous avons découvert la démocratie qui inverse complètement l'ordre, les lois de la nature tout en gardant son énergie. C'est-à-dire que c'est le peuple qui devient souverain, c'est le groupe qui devient souverain, c'est lui qui trace les valeurs, les choix, qui fait les choix de société et qui fait élire, qui fait monter les meilleurs de lui-même. À partir de lui-même, il fait monter l'élite, ceux qui vont devenir les hommes politiques, etc., mais qui en principe ont une vision vraiment démocratique et qui appliquent les règles et les lois du groupe.
Voilà, la démocratie, c'est pourquoi c'est une œuvre d'art, si elle était vraiment réalisée. Effectivement, on n'est pas à ce niveau-là. Il y a eu des hommes politiques qui avaient une vision démocratique. Je pense que pendant les Trente Glorieuses, on a eu des hommes politiques comme ça, qui avaient cette vision-là. Mais globalement, euh, là maintenant, depuis 30 ans, on a des hommes politiques qui sont aristocratiques, qui sont revenus à, à notre époque primate, qui ont un état d'esprit comme celui de notre origine. Ils dominent, ils choisissent pour l'ensemble, ils s'affirment aux dépens du peuple, ils affirment leur classe voilà, oligarchique aux dépens du peuple, etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui devra être dépassé et qui sera dépassé. C'est un moment de l'évolution. On devait passer par une régression comme ça, une régression démocratique pour, pour pouvoir évoluer encore. L'humanité, elle s'est fait comme ça, avec ces moments de régression. 1920 à 1923 à 45, ça a été un moment de régression. Et puis, progressivement, voilà, on en est sorti, on est passé, on a utilisé cette régression pour aller plus loin dans l'évolution. Alors, pour démontrer cette pertinence de l'évolution vers la perfection, vers la paix universelle, euh, vers la sagesse et l'extase et l'unité humaine, c'est-à-dire que nous dépasserons le système actuel qui est un système à travers les nations pour aller vers un système universel. Ça prendra quelques siècles encore, hein, parce que c'est un peu, on ne passe pas d'un modèle à un autre de manière brutale. L'humanité, il faut qu'elle s'acclimate progressivement à l'idée, voilà, on commence à se faire à l'idée que nous fonctionnons de façon universelle. Il y a tout un tas de choses qui éveillent notre conscience à cette universalité. Le fait que on doit prendre la planète maintenant dans un ensemble au niveau pour la pollution, pour l'écologie, tout ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir une vision globale des choses. On commence à préserver des espaces universels qui appartiennent à l'ensemble humain, les fonds marins, l'air, etc. Bientôt le ciel, on va commencer à, à décider que voilà, cette partie-là, elle est commune, etc. Que l'air est commun, que l'eau est commun, etc. On va aller vers cette évolution. Et donc, on évolue évidemment vers un fonctionnement universel et vers la paix perpétuelle qui décline de ce fonctionnement universel. Quand on aura atteint le niveau universel, alors on est parti du clan, plusieurs clans se sont réunis pour faire un groupe humain, plusieurs groupes humains se sont réunis pour faire une tribu, plusieurs tribus se sont réunies pour devenir des cités, plusieurs cités se sont réunies pour devenir des pays, les pays ont évolué en nations, et les nations en ce moment vont vers le concert des nations, vers l'organisation des Nations Unies. Voilà. Et la prochaine étape, c'est l'unification totale de l'humanité. Voilà. Ce qui sera prédominant, ça sera l'appartenance à l'espèce humaine. Ça sera l'appartenance à l'humanité. On se sentira plutôt citoyen du monde parce qu'on sera protégé par l'ensemble humain. Il faut que, à ce moment-là, le système universel soit aussi bienveillant, bien plus bienveillant d'ailleurs que le système national. Le système de notre nation protège normalement chaque individu, qu'il soit noir, jaune, blanc ou rouge. Il est traité à égalité dans la nation,
qu'il soit chrétien, juif, musulman, bouddhiste, hindouiste ou animiste, il est traité de la même manière par la société. Ça, c'est la nation idéale. Dans l'idéal, c'est ça. Et bien ça sera au niveau mondial, au niveau universel. Chaque être humain sera défendu et protégé par l'ensemble humain, en fait. On atteindra ce degré-là universellement. Et on se sentira protégé par l'ensemble humain, en fait. On se sentira appartenir à l'ensemble humain. Il faudra que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme. Et c'est ce qui va devenir. L'homme ne sera plus un loup pour l'homme dans le futur. Voilà, on arrivera à maîtriser les pulsions humaines. C'est ce qu'on fait progressivement. Voilà. Et donc, pour démontrer ça, je m'appuie sur des ouvrages comme celui-ci, Projet de paix perpétuelle, par Kant. Voilà. Des livres que je trouve de temps en temps, et puis je lis. Alors là, j'en suis au niveau 6. J'ai fait une vidéo, la dernière vidéo sur cette 6e proposition de Kant pour atteindre la paix universelle. Aucun État en guerre avec un autre ne doit se permettre des hostilités de nature à rendre impossible la confiance réciproque lors de la paix future. Par exemple, l'emploi d'assassins, d'empoisonneurs, la violation d'une capitulation, la machination de trahison dans l'État avec lequel on est en guerre. J'ai fait une vidéo, la dernière, à ce sujet-là. Je vais lire ce que Kant écrivait à ce sujet. Ce sont là des stratagèmes infâmes. Il faut en effet que pendant la guerre même, il reste quelque confiance en la disposition d'esprit de l'ennemi, sans quoi l'on ne pourrait d'ailleurs conclure aucune paix et les hostilités dégénéreraient en une guerre d'extermination. Bellum internecinum. La guerre n'étant qu'un triste moyen imposé par le besoin dans l'état de nature, là où n'existe aucune cour de justice pour pouvoir juger avec force de droit, afin de soutenir son droit par la violence. Aucune des deux parties ne peut en ce cas être qualifiée d'ennemi injuste, cela présumant déjà une sentence de juge. Mais c'est l'issue qui décide, tout comme dans le jugement dit de Dieu. De quel côté se trouve le droit? On ne peut d'ailleurs concevoir entre les états de guerre punitive, bellum punitionum, parce qu'il n'existe pas entre eux de rapport de supérieur et subordonné. D'où il suit qu'une guerre d'extermination où la destruction peut atteindre les deux parties à la fois et en même temps la destruction de tout droit ne laisserait s'établir la paix perpétuelle que dans le grand cimetière de l'espèce humaine. Voilà. Et là, on peut voir toujours en prenant appui sur cette guerre qui se déroule aux frontières de l'Europe, en Europe, entre l'Ukraine et la Russie, entre les États-Unis et la Russie, entre l'OTAN et la Russie. Voilà. Dans cette guerre-là, on arrive exactement à ce que dit Kant. Ce sont là des stratagèmes infâmes qui font que aucun État en guerre avec un autre État ne doit se permettre des hostilités de nature à rendre impossible la confiance réciproque lors de la paix future. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Là, la guerre est en train de s'étendre. Il y a un désir d'anéantissement, peut-être réciproque, et qui est susceptible de conduire vraiment à une guerre d'extermination. Et c'est exactement ce qui se pratique. Là, actuellement, les deux parties sont en train de commencer à aller vers une sorte d'extermination. Et il est vraisemblable qu'ils arrivent à un point où il n'y a plus de solution pour la Russie, par exemple, en dehors de celle
de partir dans quelque chose de dramatique, d'atomique, on pourrait dire. Et il n'y a pas, et dans l'autre sens, la violence est extrême et on voit bien qu'ils sont en train de s'exterminer finalement. Il y a peut-être déjà 300, 400 000 morts qui ont été faits dans les deux camps. Il est possible que ça soit à peu près à ce niveau-là. Les destructions sont hallucinantes et elles ne cesseront pas s'il n'y a pas de désir de paix. Et tant qu'il y a le désir d'anéantir l'autre, la paix est impossible. Et donc on avance, c'est clair qu'on avance, et c'est la responsabilité, pas que des Russes et des Ukrainiens, c'est la responsabilité des Occidentaux, absolument. Et là, voilà quelque chose qui peut dégénérer dans un conflit mondial est encore généré par l'Occident. Ça a été l'Occident qui a conduit à la Première Guerre mondiale, 14-18, à la Seconde Guerre mondiale, 39-45, et en fait, l'Occident n'a même pas conscience de son côté belliqueux, de son côté impossible, de son côté de gosse qui est toujours prêt à semer le chaos en réalité dans le système. Alors, il apporte des choses fondamentales, l'Occident, à l'humanité, mais il apporte aussi ces choses qui sont catastrophiques, qui sont liées à son narcissisme, à son désir de toute puissance, à son désir de rester le maître de l'humanité, parce qu'il a pris cette habitude depuis, on pourrait dire, peut-être depuis les Romains déjà. Déjà cet état d'esprit s'est peut-être inclus à ce moment-là, mais en tout cas, il s'est complètement concrétisé à partir de l'esclavage, de la conquête. Au XVe siècle, XIVe, XVe siècle, la découverte par les Indiens américains de l'Occident, qui venaient perturber complètement leur organisation de vie, leur façon de vivre et de respecter la nature, la vie, enfin ce continent qui était quelque chose, qui était une sorte d'endroit assez magique. Ça ne veut pas dire que les Indiens d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud étaient des anges, qu'ils étaient parfaits et que tout était, etc. Et voilà, il faut remettre les choses telles qu'elles sont. Mais en tout cas, l'Occident est allé là-bas et a décidé de dominer totalement ceux qui vivaient sur ce continent. Et ils ont décidé l'esclavage, donc le désir de domination. Et on voit que ce désir a monté en définitive le narcissisme, puisque pour pouvoir être un esclavagiste, pour pouvoir mettre quelqu'un en esclavage, il faut développer un état d'esprit de supériorité, se sentir supérieur à celui qu'on met en esclavage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'égalité, alors que c'était des chrétiens qui avaient la vision normalement de l'égalité humaine. Et ils se sont organisés pour que l'Église même puisse revenir sur leur propre, la vision du Christ, qui était une vision justement d'égalité et de respect absolu d'autrui.
Et les dominants classiques, ceux qui allaient pour faire du business, pour piller, pour voler les matières premières et pour devenir des dominants dans ce continent, se sont organisés pour que l'Église, pour que les chefs des religions, de la religion chrétienne, les bénissent dans le sens de la colonisation. Et c'est quelque chose qui est quand même assez incroyable. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a eu ce narcissisme qui est né. Et puis après, dans la foulée, il y a eu la colonisation qui a aussi contribué à durcir ce narcissisme. Et on se retrouve avec ce narcissisme-là, occidental, qu'on voit se balader depuis 30 ans sur la planète, depuis que l'Occident, l'Occident a renversé le communisme, qui était son garde-fou en fait, qui était en face de lui et qui maintenait un peu ce capitalisme qui l'empêchait de tomber dans la sauvagerie qu'on a constaté, qu'on constate depuis 30 ans, depuis qu'il est devenu tout puissant, depuis qu'il a renversé le communisme, et ben, le capitalisme est devenu tout puissant et son narcissisme a fait qu'il s'est institué gendarme du monde, décideur des guerres, décideur de chaos, décideur de qui est bon, de qui est mauvais, de qui est méchant, décideur, enfin bref, voilà. Corrupteur de l'ONU, donc de l'Organisation des Nations Unies, corrupteur des systèmes, répandant l'injustice sur toute la planète, etc. etc. Et aujourd'hui, eh bien, tout cela est contesté. L'hégémonie occidentale est contestée et l'Occident a du mal à admettre, les dominants occidentaux ont du mal à admettre qu'il faut qu'ils changent de vision. Voilà. Eh bien, on va en rester là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.